Oui, bonsoir, Éric Girohéro. Donc, je suis membre du COPIL, du comité de pilotage des Vendanges du Savoir, et j'ai le plaisir, au nom de ce comité de pilotage, de recevoir ce soir Ronan Raffray. Donc, je ne sais pas s'il faut le présenter, Ronan Raffray. Il est, comme vous le voyez, professeur de droit privé à l'Université de Bordeaux et directeur du master en droit de la vigne et du vin. En réalité, Ronan est un des spécialistes français de tout ce qui concerne les questions juridiques en vigne et en vin. Et on a la chance de l'avoir à Bordeaux. Il est professeur à l'Université de Bordeaux depuis 2015. Et donc, dans ces objectifs, il a pris en charge ce master qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Et alors, il est arrivé de l'université d'Auvergne, où il était prof à l'université d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, si je ne m'abuse, pendant 2 ans. Et puis, on a réussi à le récupérer à l'université de Bordeaux avec une chaire ou avec, en tous les cas, tous les moyens qu'on a pour attirer les bons chercheurs à l'université de Bordeaux. Et donc, Ronan travaille à peu près sur tous les domaines, enfin je pense sur l'identité du vin, sur le droit de la vente et de la vigne et du vin, sur beaucoup de questions juridiques. Hein, et en toute logique, il est arrivé aujourd'hui à travailler plus particulièrement sur la responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez que on en parle beaucoup, hein, dans tous les domaines de l'activité économique, du rôle des entreprises dans leur responsabilité sociétale, que ce soit sur les questions environnementales, sur les questions sanitaires, sur toute une série de questions sociales aussi, et pour lesquelles les entreprises sont particulièrement proactives, mais on voit bien, on comprend, et je pense que Ronan va nous l'expliquer assez rapidement, que ça fait appel à des questions juridiques qui ne sont pas du tout évidentes et qui peuvent être très amusantes en réalité. Donc je laisse tout de suite la parole à Ronan. Parce qu'a priori, ça ne l'est pas. Hein, mais je laisse tout de suite à Ronan la parole pour qu'il nous explique tout ça. Et puis, on reprendra les questions à la fin. Merci beaucoup Eric, bonsoir à tous. Alors merci Eric, tu as eu des mots très, très aimables pour moi en me présentant comme un grand spécialiste de droit de la vigne et du vin. C'est en réalité une matière que j'ai rencontrée il y a 5 ans, dans un très heureux hasard et dans laquelle j'ai souhaité me spécialiser. J'en suis très heureux, je suis très épanoui au contact de mes étudiants du master droit de la vigne et du vin. Et puis j'ai bénéficié, c'est vrai, d'un accueil extrêmement favorable de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, d'un accueil, je dirais, très chaleureux, qui a montré l'esprit d'ouverture de la maison et son intérêt aussi peut-être pour les sciences humaines et sociales, bien au-delà des sciences dures. Et je vois ma participation de ce soir, alors comme un très grand honneur qui m'est fait, hein, de m'inviter à ce cycle de conférences, et puis comme le signe d'une intégration réussie du droit dans les sciences de la vigne et du vin à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Puis je remercie aussi, puisque je connais un peu la maison, pour y organiser un colloque tous les ans, la Cité du Vin, pour l'accueil qu'il me réserve, qu'il réserve à mes étudiants et puis à tous les chercheurs que j'invite donc annuellement à présenter des recherches. Donc merci à tous. Je vais commencer tout de suite en vous expliquant un peu pourquoi j'ai choisi ce sujet. Moi, je voulais vous proposer ce soir une réflexion de juriste sur le progrès social et environnemental en viticulture. Et vous le voyez, j'ai choisi un intitulé qui renvoie directement au champ lexical de la responsabilité sociale de l'entreprise, qu'on pourrait aussi désigner, parce qu'il y a pas mal de querelles sur les termes, comme la responsabilité sociétale de l'entreprise ou comme la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, peut-être pour marquer la place qu'a pris l'environnement dans ce phénomène qu'est la RSE, et la place peut-être aussi qu'a pris l'environnement dans les réflexions de la filière tout entière, à Bordeaux comme ailleurs. Alors si je trouve que pour un juriste c'est un thème passionnant, c'est que finalement, quand on regarde un peu en arrière, je dirais il y a une dizaine d'années, l'alternative, elle était plutôt simple, elle était entre vin biologique et vin conventionnel. Alors j'ai choisi cet exemple contemporain de Mouton Cadet qui a choisi de faire une gamme de vins bio. Je pense que c'est assez symptomatique aussi de l'évolution de la filière que ce vin de négoce s'empare du thème du vin biologique. Et en quelques années, et selon un mouvement qui s'est considérablement accéléré, je dirais, depuis les années 2015-2016, l'offre de vin en progression environnementale s'est incroyablement diversifiée.
Et on peut s'en convaincre en regardant la diapo que je vais vous présenter juste après, qui est une communication du CIVB, donc de l'interprofession bordelaise, qui recense 11 labels pour témoigner, selon les termes employés, de l'engagement de la filière. Alors si on essaie de situer où la progression ou la floraison de labels se révèle la plus spectaculaire, je trouve qu'il est assez remarquable de voir qu'elle se situe en fait dans l'interstice qui existe entre vin biologique et viticulture conventionnelle. C'est-à-dire que depuis quelques années, depuis je dirais les années qui ont suivi la réglementation du vin biologique qui date de 2012, on voit de nombreux efforts qui sont faits pour garnir ou combler l'interstice qui peut exister entre viticulture biologique et viticulture conventionnelle. Et ce phénomène, c'est un phénomène très important, alors notamment, et je vais commencer par ça, parce qu'il fournit des armes à la filière pour progresser sur le plan environnemental, c'est certain, mais aussi parce qu'il lui permet de se défendre face aux attaques qui proviennent de toutes parts, alors je dirais de première part des autorités de santé et de deuxième part de la presse. Alors ces attaques, elles s'organisent sur les mêmes bases, en attaquant la filière sur ces points qu'on pourrait considérer comme ces points faibles, qui sont, comme le diraient les économistes, ces externalités négatives, c'est-à-dire l'alcool et la pollution. Je pense qu'on se souvient de l'attaque terrible de Madame Buzyn, alors ministre de la Santé et des Solidarités, contre le vin, avec cette phrase « le vin est un alcool comme les autres », et des campagnes de communication qui ont accompagné ces attaques, avec cette idée, finalement, de réduire le vin à sa dimension alcoolique pour engager une politique de dénormalisation de la consommation de vin, en disant c'est devenu anormal de consommer de l'alcool, puisqu'on sait que dès le premier verre, ça implique un certain nombre de risques pour la santé. Comme le vin contient de l'alcool, il faut dénormaliser la consommation de vin et le traiter comme tel. Ça, c'est une attaque absolument terrible, que pour ma part, je trouve absurde. Et ensuite, il y a l'autre attaque, qui est l'attaque qui se fonde sur l'utilisation des pesticides, qui cristallise bien sûr toutes les oppositions, même si il faut quand même se dire que la question environnementale est apparue un peu plus large que la question des pesticides sur la dernière décennie, et je pense que vous avez suivi comme moi les vagues de préoccupations, où on a aussi parlé ensuite beaucoup de biodiversité, puis de réchauffement climatique, donc on ne peut pas réduire la question environnementale aux pesticides. Sur ces deux questions, l'alcool et l'environnement, on va dire que la filière dispose d'un certain nombre de leviers, mais on peut dire qu'ils sont un peu différents. Il paraît assez difficile de supprimer l'alcool du vin, puisqu'il participe de sa définition, quoique la problématique des vins légers se pose. J'ai eu un excellent mémoire par une étudiante l'an dernier sur la question des vins légers. La filière aborde l'environnement, bien sûr, différemment que la question de l'alcool, sur laquelle elle a beaucoup moins de prise. Et moi, je pense vraiment qu'elle s'est convaincue de la nécessité de repenser son rapport à l'environnement, comme nous tous, peut-être, finalement, tout en cherchant des équilibres économiques qui lui permettraient cette transition. Et c'est une question d'une incroyable complexité, bien sûr, et c'est à celle-ci que je vais consacrer le temps qui m'est donné ce soir avec vous, alors dans une approche qui ne peut être que partielle, bien sûr. Je vais le faire en toute modestie, parce que moi je suis juriste, et j'ai envie de vous donner un sentiment de juriste sur cette évolution qui dépasse quand même de beaucoup le périmètre du droit, et qui fait appel à toutes les sciences dures comme sciences humaines, qui s'intéressent à la production de vin. En fait, il faudrait l'avis de tous les chercheurs de l'Institut des sciences de la vigne et du vin pour en avoir une approche complète, bien sûr. Alors cela étant, je voulais aussi vous montrer comment cette question de l'alcool et cette question des pesticides, et plus généralement peut-être aussi du soutien qu'on peut apporter à la filière, peuvent se croiser de manière assez surprenante avec cet article qui est paru dans Vitisphère il y a quelques jours, sur une pression
de la santé publique en faveur d'une diminution des aides qui seraient apportées à la filière au motif qu'elle serait une filière productrice d'une boisson alcoolisée. Alors l'hypothèse de travail, c'est par ça que je vais commencer en fait pour essayer de vous donner mon point de vue de juriste, qu'on peut formuler depuis une vingtaine d'années, c'est celle d'une voie intermédiaire entre le bio et le conventionnel, hein, pour rejoindre ce que je disais juste avant. Et cette hypothèse, elle est née avec l'agriculture raisonnée, parce que la viticulture est une agriculture raisonnée qui est apparue pour la première fois en droit français par la loi Nouvelle Régulation économique du 15 mai 2001. Donc c'est à ce moment-là, dans cette loi, qu'a été évoqué un décret qui viendrait réglementer l'agriculture raisonnée. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ce qui s'apparente aujourd'hui à une RSE viticole qui a suivi des itinéraires complexes et qui se revendique aujourd'hui très clairement de cette troisième voie, hein. On voit apparaître ça comme élément de langage et donc de communication. Elle est donc totalement assumée, revendiquée comme une voie qui serait opportune parce qu'elle aurait le mérite de sortir d'une approche manichéenne qui a beaucoup opposé dans la filière le bio et le conventionnel. Et puis elle ferait aussi la synthèse des aspirations modernes et de la réalité qui est quand même celle de la protection des rendements et de l'équilibre économique des exploitations. Elle est aussi, bien sûr, un très puissant vecteur de communication. On peut y voir aussi la culture du en même temps. Et elle s'expose toujours à la recherche d'un équilibre difficile qu'on peut bien représenter par l'opposition du verre à moitié vide, à moitié plein, et de la difficulté, je pense qu'on a tous, à se positionner sur ces questions et sur ces démarches. J'ajouterais que grâce aux travaux de l'Institut français du vin, on peut se rendre compte du caractère très partagé et très diffusé à l'échelle internationale de ce mouvement, puisque des certifications environnementales de toute nature se multiplient dans le monde, dans toutes les régions viticoles, ce qui témoigne d'un mouvement de grande ampleur, un peu à l'image finalement de ce qu'a été la RSE dans d'autres secteurs que ceux de la production viticole. Je pense notamment aux entreprises industrielles et commerciales. Et si tout ceci a le vent en poupe, c'est certainement parce que ça rencontre des attentes du consommateur. Et je vous propose, pour s'en convaincre, de lire ensemble l'interview qu'avait donnée Pierre Philippe, célèbre directeur de la coopérative des vins de Buzet, reconnu par tous comme un pionnier en la matière. Alors c'est une interview qui est reproduite dans un manuel de commerce des vins, publié aux éditions Ferré. Et dans cette interview, il répond à une question toute simple. Comment voyez-vous le consommateur de la prochaine décennie ? C'était en 2014, je crois, pour la première édition du manuel. Alors, ce que dit Pierre Philippe dans cette interview, alors c'est à la fois très simple et très lourd de sens. Vous m'entendez bien avec le micro ? Oui, ok. Il dit, ben voilà, moi je le vois comme un consommateur plus responsable, dont l'acte d'achat sera plus engagé, mais je ne crois pas pour autant au tout bio. Simplement, je pense avec conviction que ce nouveau consommateur sera plus vigilant sur la nature durable des produits que nous lui proposerons. Il voudra des vins, certes bons pour son goût, mais aussi sans risque pour sa santé, dont les pratiques de production seront respectueuses de l'environnement et peut-être même dont les conditionnements seront recyclables. Bref, un consommateur aux tendances altères. Donc on revient toujours à cette troisième voie entre le bio et le conventionnel, voie qui ne demande peut-être qu'à être remplie ou garnie par les initiatives qu'on va pouvoir envisager ensemble. Et on en revient donc de manière un peu circulaire, mais c'était l'idée de proposer une introduction à la conférence de ce soir, à ce qu'on peut consulter quand on va sur le site du CIVB, de l'interprofession bordelaise, avec cette mise en avant d'un certain nombre de démarches
qui, bien au-delà du bio ou de la biodynamie, mettent en valeur des initiatives, on va dire, de responsabilité sociale et environnementale. Je serai un peu plus précis sur les familles de progression environnementale tout à l'heure. C'est d'autant plus important, ce travail de l'interprofession bordelaise, que les études auxquelles on peut avoir accès montrent bien que le consommateur moyen de vin, quand il s'interroge sur la progression environnementale, il ne raisonne pas du tout en termes d'appellation, il raisonne en termes de région viticole. Ça rejoint d'ailleurs un élément du droit du vin, qui est la perception qu'a le consommateur moyen du secteur du vin. On sait bien que le consommateur moyen de vin, selon le droit, ne connaît pas spécialement les appellations, mais raisonne en termes de région viticole. Donc il faut bien avoir ça en tête aussi. Je pense ça légitime, on en discutera après peut-être un peu plus en détail, mais ça légitime les efforts de l'interprofession bordelaise qui représente une région viticole pour communiquer là-dessus. On sait les attaques qu'on a vécues à Bordeaux sur la production bordelaise. Alors ce que je voulais vous présenter, et ça peut être, je l'espère en tout cas, un des apports du juriste, c'est la manière en fait dont vont se formaliser ces processus de démarche sociale et environnementale. C'est une clé de compréhension que je trouve très utile, et c'est celle que j'utilise pour mes étudiants quand je leur présente tout ça. C'est un itinéraire qui se fait toujours en 3 temps: normalisé, certifié et labellisé. Alors on va s'arrêter un peu sur chacun des termes. Normalisé, alors j'ai pris une définition qu'on trouve dans un décret de 2009 sur la normalisation, que je trouve très bien. La normalisation, c'est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, on pourrait dire les parties prenantes, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable. C'est en fait établir une norme, un guide de production à destination des professionnels, norme à laquelle ils pourront adhérer puisqu'elle est proposée et jamais contraignante en vue de valoriser leur production. Et puis ensuite, il faut s'assurer bien sûr du respect de ces pratiques. Donc on va faire intervenir la certification, faire intervenir un tiers qui va donner une assurance écrite qu'un produit, un service ou un système est conforme à des exigences spécifiques. Alors sur le terme de labellisation, le juriste a moins à offrir en fait parce qu'en droit, le terme de label, il n'a pas une consistance très précise. C'est un terme générique qu'on va utiliser comme synonyme de signe pour désigner tout signe qui garantit aux utilisateurs la mise à disposition de produits ou de services répondant à des caractéristiques particulières régulièrement contrôlées. Alors vous pouvez le prendre comme synonyme de logo finalement, tel qu'il sera apposé sur l'étiquette de la bouteille. Et ça désigne donc soit une marque collective, soit un signe officiel de l'origine et de la qualité, que je présenterai tout à l'heure, soit une mention valorisante, et j'expliquerai ensuite ce qu'est une mention valorisante en prenant l'exemple de la haute valeur environnementale, qui est une mention valorisante du Code rural et de la pêche maritime. Voilà, donc bien avoir en tête cette triple démarche, somme toute assez simple, mais assez féconde quand il faut expliquer les démarches qu'on va envisager ensemble: normaliser, certifier, labelliser. Alors je voulais, si vous me le permettez, prendre 2-3 minutes pour revenir un peu sur ce concept de normalisation. Pour comprendre ce qu'est la normalisation, je crois qu'il est assez important de dire 2 choses. Alors la première, je l'ai esquissé dans mon propos précédent, c'est que la normalisation renvoie à des règles non obligatoires. C'est-à-dire que pour être effective, la norme doit recevoir l'adhésion du professionnel.
C'est une norme qui est donc proposée et qui n'est pas imposée. Et si vous avez en tête les différentes démarches qui sont visées par l'interprofession bordelaise dans sa communication sur l'engagement de la viticulture bordelaise, rien n'est jamais imposé à un viticulteur. Tout suppose une adhésion volontaire, quelle que soit la démarche, qu'on soit dans le périmètre du bio ou dans une démarche de RSE, elle n'est jamais contrainte. Le professionnel va y adhérer s'il le souhaite. Et puis ensuite, et ça c'est souvent perturbant pour les non-juristes, c'est que cette normalisation, elle va trouver une impulsion dans des autorités, des organismes ou des groupements qui sont très variés. Et alors j'ai essayé de faire un petit catalogue qu'on peut reprendre ici pour s'en rendre compte. Donc s'agissant de la provenance des différentes normes qu'on va mettre en œuvre. Alors quand je dis normes, c'est les cahiers des charges, les référentiels, les guides de bonne pratique qu'on va un peu détailler juste après. Si on regarde l'agriculture biologique et le vin biologique, c'est une norme publique qui vient directement du droit de l'Union européenne. C'est régi par des règlements de l'Union européenne. Si on regarde la certification environnementale de 3e niveau, qui est la HVE, qui est mise au milieu des démarches par l'interprofession bordelaise, parce qu'elle a énormément de succès dans le vignoble bordelais, on verra tout à l'heure pourquoi, c'est une norme publique de droit français qui est directement intégrée dans le Code rural et de la pêche maritime. Si je prends ensuite le SME du vin de Bordeaux, qui est un référentiel qui s'est fondé sur la norme ISO 14001, qui est une norme de responsabilité sociale de l'entreprise, ça vient directement de l'interprofession. C'est elle qui a produit ce référentiel. Si je prends RSE Agro, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est une norme professionnelle qui est issue du secteur coopératif agroalimentaire, donc de la réunion des coopératives agroalimentaires. Et si je prends d'autres normes qui sont fondamentales, comme par exemple Déméter, la marque de la biodynamie, ou Terravitis, dont vous avez peut-être entendu parler, ce sont des référentiels qui sont directement gérés par des associations, qui sont des groupements de droit privé et qui n'ont donc pas nécessairement la légitimité publique de la norme bio, mais qui sont tout aussi importantes aujourd'hui dans la viticulture et dans la valorisation des vins. Donc ça, c'est juste pour dire que ce processus de normalisation, il est souvent un peu difficile à comprendre pour le juriste qui se fait une représentation du droit comme de la réglementation publique, étatique, et que nous, les juristes, on approche ça de manière beaucoup plus éclatée et de manière beaucoup plus accueillante finalement, en se disant que la norme peut venir d'un peu partout. Bon, j'espère que c'était net. C'est le propos théorie du droit de la soirée, rassurez-vous. Après, on va rebondir sur des choses extrêmement concrètes. Je vous illustre ça avec les propos de Jacques Chevalier, qui est un très grand juriste, qui a écrit un article très connu à la fin des années 90 qui évoque la question du droit post-moderne pour évoquer cet éclatement des sources du droit quant à leur origine. Vous allez voir, c'est assez clair, je l'espère en tout cas. Qui dit la chose suivante: le droit moderne, alors ça c'était celui d'avant, c'est fondé sur une conception moniste, un seul foyer de droit, l'État, conçu comme la source exclusive de la normativité juridique et par conséquent un seul ordre juridique, les normes juridiques formant un ensemble cohérent, intégré, monolithique, dont tous les éléments se tiennent et s'emboîtent harmonieusement. Ça, c'est le droit d'avant. Et le droit d'aujourd'hui, c'est un droit qui est caractérisé par la multiplication des foyers de droit ou des foyers de la norme, avec des règles qui semblent surgir de partout, à tout moment et en tous sens. Et l'État n'apparaît plus comme un producteur de droit parmi d'autres. Donc l'État est concurrencé dans la production de la règle de droit. Et du coup, si je garde en tête les différents labels mis en avant par l'interprofession bordelaise, je vais avoir des éléments communs. L'élément commun, c'est la démarche. On va toujours être sur cette dynamique normalisée, certifiée, labellisée. Mais on va avoir des éléments ensuite distincts qui sont d'une part l'origine de la norme, comme je l'ai montré tout à l'heure, et puis d'autre part le contenu de la norme. Et là, on entre bien sûr dans le cœur du sujet. Alors, c'est pas simple en fait de catégoriser ces différentes démarches et de les réunir dans des ensembles cohérents. On peut quand même s'y essayer.
Et moi, je pense que ce qui peut se présenter, je dirais, simplement et de manière assez incontestable, c'est de dégager une première famille, qui est la famille du bio, avec le vin biologique, le vin biodynamique. Donc, quel que soit le label, on a quand même une forte parenté entre les deux. Et d'ailleurs, la biodynamie se définit elle-même par rapport à la viticulture biologique et à la production de vins biologiques. Il suffit d'aller sur le site de Déméter. Moi, c'est vraiment ce que je conseille à mes étudiants, parce que c'est très bien fait, avec une restitution très transparente des exigences de Déméter, avec ce qui est commun avec la production de vins biologiques et ce qui est distinct, c'est-à-dire la mise en œuvre des principes de l'anthroposophie et des règles particulières, plus ou moins ésotériques, c'est une question de point de vue, de la viticulture biodynamique. La viticulture œnologie, je dirais, biodynamique. Donc ça serait la première famille à laquelle il faut, à mon avis, raccrocher le vin méthode nature. J'avais très envie d'en parler parce qu'on a fait un super colloque vendredi dernier à la Cité du Vin, dans cet amphi Jefferson, avec des producteurs de vin nature et des spécialistes de différentes disciplines. Alors je vais peut-être dire un peu ce qu'est le vin méthode nature, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est né d'une réflexion d'un petit groupe de producteurs, il y a déjà plusieurs décennies, pour mettre en avant une certaine idée de la naturalité dans la production de vin et une méthode qui s'est assise à la vigne sur la production en agriculture biologique ou selon les règles de l'agriculture biodynamique, et au chai avec une intervention très contrôlée de l'homme et le refus d'un certain nombre de méthodes pour faire en sorte que la vinification soit la plus naturelle possible. Et le marqueur, c'est probablement le refus d'utiliser du SO2, donc du soufre, lors de la vinification pour stabiliser le vin, avec soit une réduction à zéro, soit dans un autre label, une toute petite adjonction de soufre qu'on s'autorise pour maîtriser la vinification. C'est un mouvement très intéressant qui met en avant une valeur qui a pris de la place aujourd'hui, qui est celle de la naturalité, mais qui a eu du mal à s'imposer ou à faire émerger une catégorie de vin, parce que qui disait vin nature disait tous les autres sont artificiels, donc ça, c'était pas possible, bien sûr, à entendre de la part des institutions de la filière, on va dire de l'INAO et de la DGCCRF, et puis par un processus très étonnant d'ailleurs de construction de la norme, par discussion avec la DGCCRF et l'INAO, ils sont arrivés à ce label vin méthode nature, qui fait émerger quand même, selon moi, une nouvelle catégorie de vins, et eux-mêmes se placent dans la grande famille du bio et de la biodynamie. Donc je pense qu'on peut les mettre ici. Et puis après, il y a une autre catégorie qui trouve une origine assez différente quand même. C'est l'agriculture raisonnée et sa continuité immédiate dans la certification environnementale, dont le niveau 3 est la haute valeur environnementale. J'ai mis 3 labels dans la diapo, puisque ce sont 3 labels qu'on avait tout à l'heure sur la communication de l'interprofession. Alors, Terravitis, c'est un peu particulier, et vous allez le voir dans la diapo suivante, parce qu'en fait, Terravitis a connu sa mue de l'agriculture raisonnée vers la RSE. AREA, pour une agriculture respectueuse de l'environnement en Aquitaine, est un référentiel régional qui s'inspire de l'agriculture raisonnée. Et la certification environnementale s'est placée dans le sillage de l'agriculture raisonnée, avec l'assentiment et la volonté des pouvoirs publics de l'imposer toujours davantage. J'expliquerai tout à l'heure comment et pourquoi la certification environnementale a remplacé l'agriculture raisonnée, mais on peut se représenter ça comme les membres d'une même famille, agriculture raisonnée, certification environnementale, c'est un peu la même chose. Pour amorcer la transition vers la RSE, je trouvais bien de montrer comment une démarche comme Terravitis, qui était, quand elle a été créée, assise sur l'agriculture raisonnée, a indiqué se projeter vers on va dire un nouveau champ de valeur ou une nouvelle méthode qui serait plutôt celle de la RSE, plus moderne, on va dire, et qui fait ce travail de mue à l'heure actuelle.
Et puis ensuite, alors on a justement les démarches identifiées et présentées comme des démarches de responsabilité sociale et environnementale ou de responsabilité sociale de l'entreprise. Généralement, ça se fait par importation de référentiels internationaux qui sont les référentiels de l'Organisation internationale de standardisation, c'est-à-dire de l'ISO, qui produit des référentiels, ISO 9001, qualité des produits, qui a donné le pacte Agri-Confiance, ISO 14001, norme de management environnemental, qui a donné naissance au système de management environnemental dont l'interprofession bordelaise a fait la promotion sur les 10 dernières années, et puis la plus récente, ou la plus complète aussi en matière de responsabilité sociale et environnementale, la norme ISO 26000, qui est adaptée dans les référentiels Vignerons engagés et RSE Agro, qui est le label de la coopération agricole. Alors, du coup, moi, je me dis, c'est peut-être très présomptueux de ma part, que les choses deviennent plus simples, en fait, et qu'on a la possibilité d'identifier parmi toutes ces démarches ce qui relève du bio, ce qui relève ensuite de l'agriculture raisonnée, dont la certification environnementale et la HVE a pris la suite, et ce qui relève ensuite vraiment de la RSE, par importation des référentiels internationaux de responsabilité sociale de l'entreprise, notamment produits par l'ISO. Alors sur les contenus, en fait, sur les contenus, je vais être assez rapide. Je pense que c'est bien de dire que dans tout ça, il n'y a que la famille du bio qui prohibe l'utilisation des pesticides de synthèse. Je pense que c'est un marqueur très important que rappellent souvent les producteurs, et c'est la raison aussi pour laquelle les autres référentiels s'exposent à une certaine réprobation sociale, notamment lorsqu'elle vient des activistes, puisque les autres ne prohibent pas les pesticides de synthèse. Et on sait bien qu'en matière de viticulture, la question des pesticides a cristallisé, bien sûr, les critiques ou les discussions. Et que, à côté de l'agriculture biologique, il existe une réglementation spécifique aux vins biologiques qui, on va dire, a pour caractéristique essentielle d'interdire un certain nombre de méthodes qu'on considère comme traumatisantes pour le raisin, et puis de diminuer aussi les seuils de soufre qu'on peut utiliser au moment de la vinification. Je dis ça sous le contrôle de mes très illustres collègues qui sont bien plus spécialistes de ça que moi. Ce qui semble se passer dans la filière bordelaise, et notamment chez les grands crus, chez les crus classés, ça c'est un article qui est paru dans Sud-Ouest hier ou avant-hier, c'est qu'on a un certain nombre de conversions au bio qui sont importantes parce que les grands crus doivent assurer le rôle de locomotive qu'on leur assigne, et les chiffres sont quand même assez intéressants, donc c'est un mouvement dont on doit forcément tenir compte. Et puis maintenant, je vais passer à l'agriculture et donc à ces questions d'agriculture raisonnée et de certification environnementale pour parler de ce qui fait beaucoup parler, c'est-à-dire la HVE, la haute valeur environnementale. Je vais peut-être vous surprendre, mais il faut rappeler une donnée que connaissent bien les spécialistes de droit rural, mais que ne connaît pas forcément le grand public ou les non-juristes, c'est que la révolution verte, elle s'est construite, comme le disent mes collègues là, dans cet ouvrage très intéressant, en affranchissant la production agricole des contraintes environnementales. Alors, je pense que quand on n'est pas juriste, ou quand on est un juriste qui n'est pas spécialiste de droit rural, donc de droit des activités agricoles, on peut aisément se dire, bah oui, forcément, dans le code rural et à côté de l'activité agricole, il y a plein de prescriptions environnementales. On parle quand même de la maîtrise d'une étape d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal. C'est comme ça qu'on définit l'activité agricole. Donc ça a forcément un lien avec la nature et donc avec l'environnement. En fait, pas du tout. Parce que ce n'était pas l'objectif du droit rural et ce n'était pas l'objectif poursuivi par la politique agricole. On connaît l'objectif, c'était d'abord la productivité pour la souveraineté alimentaire. C'est quelque chose qui revient encore d'ailleurs dans les discussions. Et puis, quand on parlait de qualité,
on ne parlait pas de qualité environnementale, on parlait de qualité des produits, entendu comme une qualité généralement liée à l'origine. Hein, c'est le système des appellations et c'est le système qui a porté toute la production viticole depuis maintenant presque un siècle. Et donc, l'idée, c'était de révéler le terroir, de donner une typicité aux produits qui pourraient se revendiquer de l'origine, pas produire selon des normes de qualité environnementale. Si bien que, hors l'hypothèse du bio, l'idée d'une production attentive à ces questions environnementales, elle est apparue assez tardivement dans la législation, je le disais tout à l'heure, hein, évoquée pour la première fois par une loi du 15 mai 2001, installée par un décret de 2002 qui a installé l'agriculture raisonnée, avec des ambitions qui étaient assez modestes. Hein. La principale, c'était d'être attentif à son indice de fréquence de traitement, c'est-à-dire de ne pas traiter plus qu'il ne fallait, ou de ne traiter que dans la mesure de ce qui était exigé. Donc on voit le chemin qui a été parcouru depuis, hein, bien sûr, mais ça s'explique assez logiquement dans une approche de droit rural, même si ça peut surprendre. Et alors ce qui s'est passé, c'est que l'agriculture raisonnée a été balayée par l'arrivée de la certification environnementale, qui est issue du Grenelle de l'environnement de 2010, avec ce communiqué de presse que j'ai pu retrouver sur Internet et qui est vraiment le moment où la certification environnementale, dont le 3e niveau est la HVE, s'est imposée dans le paysage juridique français et a, on va dire, pris la place ou s'est substitué à l'agriculture raisonnée. Donc c'est un communiqué de presse, comme vous le voyez, de la Commission nationale de la certification environnementale, intitulé « De l'agriculture raisonnée à la certification environnementale ». Et ce qui est très intéressant dans ce communiqué, c'est ce qui est dit, c'est que c'est après avoir entendu les vignerons indépendants, qui avaient déjà mis en œuvre une démarche reconnue de niveau 2 de la certification environnementale, donc sous le niveau 3 qui est la haute valeur environnementale, qu'il a été décidé de laisser filer l'agriculture raisonnée et de se focaliser ou de mettre le paquet, on va dire, sur la certification environnementale qui est aujourd'hui mise en œuvre au moyen de son 3e niveau, qui est la HVE. Et ce qui s'est passé juste après, 2 ans après, avec une loi de 2014, c'est que la certification environnementale a rencontré ce principe d'agroécologie, ce mot qui a fait irruption dans le paysage agricole et viticole français de manière assez soudaine et qui est devenu un mot un peu magique auquel on prête des vertus dont il n'a absolument pas la prétention d'ailleurs. En fait, l'agroécologie, c'est la contraction de l'agronomie et de l'écologie, et c'est davantage qu'une démarche hyper ambitieuse, une volonté de concilier progrès environnemental et agriculture productiviste. Donc il n'y a pas derrière tout ça je dirais, de volonté de dépasser ce qui se connaissait déjà et ce qui se faisait de mieux sur le plan environnemental en agriculture. C'est plutôt vu comme une chance pour l'agriculture productiviste. Alors il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est celui d'écologie intensive. Voilà comment on pourrait aussi le traduire, et je trouve que c'est assez évocateur sur ce qu'est l'agroécologie. Alors je vais citer un article que j'ai lu dernièrement et que j'ai trouvé assez intéressant sur la question. Il est permis d'entrevoir un nouveau contrat social, que les agriculteurs gèrent les écosystèmes de manière durable et produisent de manière saine et pour le bien-être de tous. Cela permettrait d'en finir avec la pénible querelle qui oppose écologistes et agriculteurs. Et on voit comment cette 3e voie reste un objectif important pour les pouvoirs publics. On verra après ce qu'on peut en penser, bien sûr. Du coup, les choses se mettent en place de manière assez rationnelle. Et on peut s'en rendre compte avec cette disposition qui est au tout début du Code rural et de la pêche maritime, dans les objectifs de la politique agricole et de la politique sur l'alimentation.
Voilà ce qui est dit. Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologique, dont le mode de production biologique, qui combine performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Moi, qu'est-ce que je vois dans ce texte? Je vois déjà l'idée que l'agroécologie serait un phénomène englobant dans lequel on trouverait le bio et le reste. Ça, c'est important. Et puis, on voit bien l'emprunt au champ lexical de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et donc, on voit aussi s'opérer ce glissement presque naturel de l'agriculture raisonnée vers l'agroécologie, puis vers la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et c'est ce que je vais vous exposer dans quelques minutes. On va parler bien sûr de la HVE, dont je rappelle qu'elle est une mention valorisante du code rural. Je l'ai mis, donc elle est à la fin là, de la diapo, en gras. La mention issue d'une exploitation de haute valeur environnementale. Je trouve que c'est bien de mesurer à quel point le terme est ambigu entre la qualification de l'entreprise elle-même, entreprise de haute valeur environnementale, et les produits qui en sont issus, parce qu'on est sur une dénomination qui est à cheval entre l'exploitation et le produit lui-même. Et donc il y a une certaine confusion qui peut être opérée sur la portée de cette certification en haute valeur environnementale. Alors pourquoi on en parle beaucoup de la haute valeur environnementale? Parce qu'elle a connu un incroyable succès dans le vignoble. Aujourd'hui, les entreprises viticoles, c'est plus de 80% des entreprises certifiées en haute valeur environnementale. Et elle a connu aussi, ou elle a offert à ses détracteurs les moyens de la critique, puisqu'il existe une option B qui permet d'obtenir cette certification sur la base d'un ratio entre intrant et chiffre d'affaires. Donc en gros, il y a deux manières d'arriver à ce niveau 3 de la certification environnementale et donc de bénéficier de la HVE. Vous avez l'option A qui va se fonder sur l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs selon les items qui sont présentés, biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, gestion de l'irrigation, et une option B avec le poids des intrants dans le chiffre d'affaires, ce qui favorise les agricultures à forte valeur ajoutée. C'est le cas de la viticulture, c'est le cas aussi d'un certain nombre d'autres activités, comme les maraîchages, par exemple, où on sait que le poids des intrants peut être évalué en moyenne à 25%. Et donc ça a suscité la critique, parce qu'on a dit, c'est quand même assez simple à obtenir comme certification. Est-ce que c'est révélateur d'un vrai progrès environnemental? Et une fois que le doute s'installe, forcément la discussion s'engage. Là, je voulais juste vous montrer des chiffres qui datent déjà d'il y a quelques mois. On parlait donc de presque 7000 domaines certifiés, soit 82% des entreprises HVE, ce qui a aussi été alimenté par le crédit d'impôt qui a été accordé à ces entreprises sur le modèle du crédit d'impôt accordé aux entreprises qui s'engageaient dans l'agriculture biologique. Et bien sûr, les anti-phyto ou les associations de défense de l'environnement ont pris la HVE pour cible. On a utilisé les termes de greenwashing ou de certification de la FNSEA ou des syndicats agricoles qui défendent plutôt les cultures intensives. Ce qui a donné lieu à une affaire importante, intéressante, de laquelle il n'est pas forcément facile de parler, avec la condamnation de l'association Alerte aux Toxiques sur une action du CIVB fondée sur le dénigrement de produits, condamnation très lourde pour les finances de l'association, 200 000 €, et prononcée par le tribunal judiciaire de Libourne il y a quelques mois. Alors,
Moi, j'avais envie de parler de cette affaire. Je trouve qu'elle est très intéressante à étudier. Je dis ça sans aucun cynisme, hein. Je ne dis pas qu'elle est juste intéressante à étudier pour un juriste. Elle est intéressante à étudier pour n'importe quel citoyen, mais peut-être spécialement pour un juriste, puisqu'elle a donné lieu à une condamnation judiciaire. Je vais vous restituer un peu le débat. Alerte aux toxiques a mené une campagne d'information super incisive, très tranchante, pas spécialement mesurée, contre la HVE en faisant procéder à des analyses de vin, labellisés HVE pour la très grande majorité, pour démontrer la présence de résidus de pesticides dans les bouteilles. Alors évidemment, quand on cherche, on trouve. Donc on a trouvé de nombreux résidus de pesticides dans les bouteilles. Toujours, il faut quand même le préciser, en dessous des limites maximum de résidus qui sont prévues par règlement de l'Union européenne de 2005, et à communiquer très largement. D'ailleurs, la campagne de alerte aux toxiques a été très largement reprise dans la presse, et elle a été attaquée, l'association, par les producteurs qui étaient nommément désignés dans la campagne de presse, et par le CIVB, donc en défense de la viticulture bordelaise. Alors, il y a plusieurs questions de droit très, très intéressantes qui se posaient dans cette affaire. La première, je vais vous la présenter, vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez, c'est que le CIVB a agi sur le fondement du dénigrement de produits, et la défense d'alerte aux toxiques, donc c'était maître Éric Morin qui défendait alerte aux toxiques, prétendait que c'était une attaque contre les personnes, et donc qu'il aurait fallu agir sur le fondement de la diffamation. Ce qui voulait dire, selon la défense, que l'action était mal dirigée et à ce titre irrecevable. Donc la première question qui se posait, c'était dans cette affaire, est-ce que Alerte aux toxiques critiquait les personnes, donc les producteurs, ou est-ce qu'elle critiquait les produits, c'est-à-dire les vins? Je ne vais pas vous laisser 2 minutes pour réfléchir, mais la difficulté que j'identifie, c'est que comme on critique une pratique de production, elle est à l'intermédiaire, enfin, elle est entre la personne qui la met en œuvre, c'est-à-dire l'exploitation viticole, et le produit qui en résulte. Alors néanmoins, et je crois que le tribunal a eu plutôt raison de se prononcer en faveur du dénigrement de produits et d'accueillir l'action du CIVB, parce que dans la campagne, ce qui était quand même très mis en avant, c'était les vins, les résidus de pesticides qu'on trouvait dans les vins, et donc il y avait davantage d'utilisation du produit que des personnes. Donc ça, c'est la première difficulté. Alors la deuxième, c'est de caractériser les faits de dénigrement. Et là, il faut un discrédit jeté sur des produits avec une intention malveillante. Mais il existe une exception qui a été reçue en droit assez tardivement pour le dénigrement, qu'on appelle exception de vérité ou de bonne foi. C'est que si la critique porte sur un sujet d'intérêt général, qu'elle est établie sur des faits avérés et qu'elle est faite avec mesure, eh bien, on ne pourra pas qualifier le dénigrement parce que du coup, l'intention malveillante peut être écartée. Et donc ça a été plaidé, bien sûr, et le tribunal n'a pas reçu cette exception de bonne foi ou de vérité qui aurait protégé Alerte aux toxiques de l'action en responsabilité civile sur le fondement du dénigrement de produits, au motif que l'attaque n'était pas mesurée. Alors pourquoi elle n'était pas mesurée? Alors parce qu'elle était particulièrement, enfin, elle était agressive, elle était tranchante. Je dirais pas agressive, elle était tranchante, parce qu'il faut quand même que ça serve le propos. Notamment parce qu'il n'avait pas été fait état dans la campagne de communication du fait que les seuils détectés ne dépassaient jamais les limites de maximum de résidus qui sont autorisés. Et puis d'autres éléments pouvaient être mis à charge de l'association, notamment le fait que le laboratoire qui avait procédé aux analyses s'était tout de suite désolidarisé de tout ça en rappelant dans une communication que aucune des bouteilles ne dépassait les seuils qui étaient autorisés, donc ne pouvait être considérée comme dangereuse pour la santé. Et en fait, c'est ça qui a été reproché in fine à Alerte aux toxiques, c'est l'absence de mesure dans la critique des produits. Alors moi, je pose une question au constat de cette décision, c'est est-ce qu'il est encore possible de critiquer un produit qui est obtenu conformément à la réglementation? Je pense que c'est une question importante. On l'a vu peut-être avez-vous vu l'affaire Yuka sur la critique des produits de charcuterie, qui a elle aussi été condamnée. Et un certain nombre de juristes, qui s'intéressent à ces questions,
comme moi se disent qu'il y a peut-être là un problème qui fait que finalement, aujourd'hui, quand on va critiquer un produit obtenu conformément à la réglementation, on va systématiquement passer dans le dénigrement, ce qui laisse peu de place finalement à la critique. Alors, j'ai plus le PowerPoint dans le retour, alors je vais me déplacer. Alors, donc là, on a fait le tour en fait des deux premières images, c'est-à-dire comme c'est présenté par Alexandra Beland dans Vitisphère, la famille des bio, on va dire, à gauche, la famille des modes de production type agriculture raisonnée ou haute valeur environnementale. Et maintenant, j'aimerais parler un peu du coup de la RSE et du label, par exemple, Vignerons engagés, qu'on voit de plus en plus. Alors, c'est quoi la RSE? Bon, c'est un thème très vaste. Je pense qu'une bonne clé d'entrée dans la matière, c'est de prendre la définition qu'en donne la Commission européenne en 2011, définie très simplement comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. C'est-à-dire, pour une entreprise, tenir compte des conséquences sociétales de son activité pour essayer d'adapter l'activité à ces conséquences. Si on prend la définition de l'ISO, qui est plus complète, mais du coup pas mal, c'est la responsabilité d'une organisation, donc ça dépasse d'ailleurs les entreprises, vis-à-vis des impacts de ces décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes internationales de comportement, qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Alors c'est l'idée finalement qu'une entreprise ne doit pas être seulement tournée vers la réalisation du profit et à la valorisation des participations de ses actionnaires, mais qu'elle doit tenir compte de l'ensemble des intérêts des parties prenantes qui gravitent autour d'elle et sur lesquelles son activité a un impact ou des effets. Cette RSE, elle a été théorisée aux États-Unis et paradoxalement beaucoup mise en œuvre par la Commission européenne, donc sur le sol de l'Union européenne. Donc théorisée aux États-Unis par Howard Bowen. Ces réflexions, elles ont donné naissance à une discipline des sciences de gestion. Donc les vrais spécialistes de la RSE, ce n'est pas les juristes, hein, c'est les spécialistes de sciences de gestion ou les économistes. Et elle a été ensuite prolongée par la théorie économique des parties prenantes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, le terme de partie prenante, c'est un terme qui s'est installé dans le vocabulaire courant de manière assez spectaculaire en une dizaine, ou peut-être pas une vingtaine d'années. Alors je vous donne, si vous voulez bien, les définitions du juriste de chacun des termes fondamentaux de la RSE. Alors le premier, c'est le terme de partie prenante que nous on définit comme tout individu ou groupe d'individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels. Alors c'est vaste, hein, bien sûr, comme catégorie. Les actionnaires, les salariés, les dirigeants, les fournisseurs, les clients, les banques, les pouvoirs publics, les droits fondamentaux, l'environnement, les voisins, le voisin, première partie prenante aujourd'hui de la viticulture, les associations, les communautés locales. Cette attention donnée aux parties prenantes, elle va se fonder sur une bonne gouvernance, autre terme qui s'est installé dans le langage commun sur la même période, qu'on définit, nous les juristes, comme un terme qui nourrit une réflexion en vogue sur une certaine façon de prendre des décisions et d'harmoniser les intérêts, moyennant un renforcement de la concertation, de la négociation et pour le bien commun, de la transparence et du contrôle. Et ces démarches
ou ces objectifs de prise en compte de l'intérêt des parties prenantes au moyen d'une bonne gouvernance, elles vont s'appuyer sur ce que nous identifions comme des mécanismes de droit souple, c'est-à-dire des mécanismes, enfin des normes qui ne sont jamais imposées mais simplement proposées et auxquelles les professionnels pourront adhérer. Là, j'ai pris la présentation qu'en fait ma collègue Pascale Demier, qui est une grande spécialiste de ces questions, et je trouve que c'est super bien dit. La soft law, c'est-à-dire le droit souple, poursuit la même ambition d'orientation des conduites que la hard law, le droit dur, assorti d'une sanction. Seulement, là où la hard law impose, la soft law propose. Le droit souple veut utiliser le ressort de l'incitation et de l'adhésion en vue d'obtenir les conduites par la douceur et non par la punition. Je trouve que c'est assez bien dit. C'est pour ça que je l'utilise. Normal. Et alors là, je voulais vous montrer comment le voisin est devenu la première partie prenante de la viticulture. C'est assez spectaculaire. On l'a vu avec la réaction de la viticulture bordelaise face à l'étude Pest-Irive, qui va, on va dire, étudier dans quelle mesure le fait d'habiter à proximité d'une exploitation peut vous exposer à une augmentation des cas de cancer. Donc c'est un sujet tout à fait sérieux. Pour la gouvernance, et toujours dans la continuité de ce voisin partie prenante de la viticulture, je pense qu'il était important de parler des chartes de bon voisinage qui ont été promues par la loi Egalim, dont on va reparler ensuite parce qu'elle a aussi promu la HVE comme support officiel de l'agroécologie. Et la loi Egalim avait prévu un dispositif pour les zones de non-traitement, qu'on appelle aussi les zones tampons. C'est une négociation de charte de bon voisinage entre les professionnels et les riverains, sous l'égide de la préfecture, qui est qui était un processus qui conditionnait le traitement des zones tampons. C'est-à-dire sans charte de bon voisinage, pas de traitement des zones tampons. Et ce dispositif, il a été invalidé par le Conseil constitutionnel pour contrariété aux dispositions de la charte de l'environnement, qui implique qu'en matière d'environnement, tout intéressé ou tout citoyen peut participer au débat, et donc il n'était pas logique de limiter ça à la participation des associations de riverains. Donc ça, c'est aussi pour montrer que, quelle que soit la volonté, le droit impose aussi un certain nombre de contraintes, et qu'il n'est pas toujours facile de trouver un itinéraire respectueux de l'ensemble des normes pour mettre en place des dispositifs. Donc ça, c'était pour montrer ce qu'est une bonne gouvernance en associant les parties prenantes. Et je voulais aussi vous montrer une mesure de droit souple. Parce que le droit souple, c'est quand même mieux quand on l'illustre que quand on le définit. C'est une disposition du Code rural qu'on connaît peu, alors qu'elle pourrait être très utile, sur les missions de l'organisme de défense et de gestion, c'est-à-dire l'organisme qui va venir gérer en local une appellation. Alors, il est prévu par le Code rural que l'organisme de défense et de gestion, il peut élaborer une charte de bonne pratique contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal. Donc là, on a bien une norme, cette charte de bonne pratique. Norme, pourquoi ? Parce qu'elle a vocation à guider les comportements. Elle est donc une norme de comportement. Mais il est prévu ensuite que le respect de cette charte n'est pas une condition d'obtention du signe d'identification de la qualité et de l'origine. Elle est donc non contraignante. Celui qui n'adhère pas à la charte ne se voit pas privé du droit de revendiquer l'appellation pour valoriser ses produits. Ce qui est assez éloquent, je trouve, dans l'approche RSE et dans ce que j'ai pu dire sur les parties prenantes, c'est que ce questionnement, est-ce qu'il ne rajoute pas un peu à la qualité telle qu'on l'envisageait très classiquement par le prisme du terroir ? Alors, on va dire que le terroir guidé
un certain comportement ou donner une certaine idée du vin et de la conduite de la communauté, qui était orientée donc vers le respect du terroir, qui donne sa typicité au produit. C'est le fondement de l'appellation d'origine et la représentation très classique qu'on pouvait se faire de la qualité telle qu'elle était liée à l'origine. Dans une approche plus contemporaine de RSE, on a quelque chose quand même qui s'ajoute, je trouve, c'est qu'il faut que la production, alors elle soit bien sûr respectueuse de la colonne de gauche, mais qu'elle soit aussi réalisée dans des conditions acceptables sur le plan social et environnemental. Et c'est peut-être l'enjeu de la RSE que d'ajouter un autre volet à la qualité classiquement entendue. J'ai encore un peu de temps là, parce que Oui 2 C'est rapide, hein. C'est contraint. C'est le droit. Hein. C'est le droit. Alors je passe là-dessus. Pour montrer que la RSE se diffuse partout dans la filière, dans l'aval de la filière, dans le cadre des activités de négoce, ce qui est logique puisqu'on est face ici à des activités commerciales, à des sociétés qui elles-mêmes sont structurées comme des sociétés commerciales, donc peut-être plus directement adaptées à la mise en œuvre de la RSE. Et du côté de l'amont, c'est-à-dire de la viticulture, comment ça s'est réalisé? Alors je l'ai dit tout à l'heure, par importation d'un certain nombre de référentiels internationaux, que sont les normes ISO, avec des items qui ne sont pas les mêmes selon qu'on fait application de la norme ISO 14001 ou de la norme ISO 26000. J'ai pris l'exemple ici du SME du vin de Bordeaux, maîtrise des risques, maîtrise des coûts d'énergie, performance dans la gestion, respect de la réglementation et transparence. On n'est pas directement sur des problématiques environnementales telles qu'on pourrait les concevoir aujourd'hui. Alors que pour la norme ISO 26000, on est dans un périmètre beaucoup plus vaste qui va inclure l'environnement, mais qui va aussi inclure bien d'autres choses, la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local. Alors ça, c'est la richesse de la norme, mais c'est aussi son talon d'Achille, puisque on peut aussi se dire, est-ce que tout ça n'est pas destiné à masquer la préoccupation environnementale et la préoccupation pesticides, en amenant d'autres valeurs au renfort de la démarche mise en œuvre par l'entreprise. C'est une question, bien sûr, qui se pose. D'ailleurs, la multiplication des labels est une préoccupation politique sur les labels RSE, puisqu'on se dit que va y comprendre le consommateur, qui avait déjà bien du mal à discerner bio et biodynamie. Quand on va le confronter aux 11 labels que j'ai présentés tout à l'heure, comment il va pouvoir se situer? Alors ça pousse pour mettre en œuvre des référentiels sectoriels, c'est-à-dire par type d'activité, qui seraient du coup moins nombreux, plus légitimes et peut-être plus évocateurs pour le consommateur d'une certaine qualité selon l'approche RSE. Et c'est dans ça que s'installe le référentiel Vignerons engagés, qui est directement fondé sur la norme ISO 26000. Et là encore, on voit que les items sont très diversifiés. Agir pour l'environnement, garantir une qualité de la vigne au vert, soutenir le territoire et le patrimoine local. Donc c'est vaste, conformément aux multiples items de la norme ISO 26000. Alors, pour finir, je vais zapper un certain nombre de points. J'avais envie de vous parler du développement des mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges d'appellation. J'avais envie de vous parler des difficultés de l'insertion de la certification environnementale directement dans les cahiers des charges d'appellation. Mais je vais passer à quelque chose de très actuel. En rendant hommage à Émile Pénaud, puisque quand je suis arrivé à l'ISVV, dans de mes premières rencontres avec Gilles de Revel, il m'a dit « il faut que tu lises Le goût du vin d'Émile Pénaud ». Alors j'ai bien compris que c'était un ouvrage de référence à l'ISVV. Et dans cet ouvrage, Émile Pénaud dit la chose suivante: la qualité est le résultat d'une rencontre entre le vin,
avec ses caractéristiques, et le consommateur avec ses préférences, sa culture et ses conditionnements du moment. Et je trouve que cet élargissement ou ce déploiement de l'éventail environnement et RSE pose un certain nombre de questions sur la qualité. Et je voudrais le montrer avec les classements des crus. Alors, lorsque les crus bourgeois ont fait leur classement, ils ont produit un cahier des charges de classement d'une extrême complexité. Et il a été posé, dès l'éligibilité au classement des crus bourgeois, une exigence environnementale. Donc pour être éligible, l'exploitant met en œuvre des mesures visant à insérer le cru dans le cadre d'une viticulture durable, avec au moins une démarche de niveau 2 de la certification environnementale du ministère de l'Agriculture, donc juste en dessous de la HVE. Et ensuite, pour accéder aux mentions supérieures, cru bourgeois supérieur et cru bourgeois exceptionnel, étaient évaluées les démarches environnementales mises en œuvre par l'exploitation. Et puis si on regarde un peu rapidement, on va se dire qu'on ne va pas retrouver ça dans le classement des crus de Saint-Émilion, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, pour tout un ensemble de raisons. Et quand on regarde les différents items, les différents critères de classement et leur pondération, on ne trouve pas de référence à l'environnement, on va juste parler de la conduite de l'exploitation. Mais en fait, quand on creuse, on va avoir dans les exigences relatives au dossier de candidature, il est demandé aux exploitations un document qui présente un descriptif des chais, des méthodes culturales et des mesures environnementales de l'exploitation. Et quand on regarde ensuite le dossier de classement tel qu'il est fourni par l'INAO et qui doit être rempli par les candidats au classement de Saint-Émilion, on voit bien qu'à partir de ce 3.2, conduite de l'exploitation sur le plan vinicole, quand on passe au 3.4, on a les mesures en faveur du développement durable et les certifications et tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui. Donc même pour le classement de Saint-Émilion, qui est un classement très particulier parce qu'il s'intègre directement à l'appellation, donc il n'a pas spécialement vocation à mettre en avant des critères environnementaux dès lors que ceux-là ne sont pas dans le cahier des charges d'appellation, eh bien ça a été pris en compte sans apparaître directement, mais ensuite en étant intégré dans la conduite de l'exploitation, ce qui alimente cette interrogation sur ce qu'est la qualité aujourd'hui et comment la qualité environnementale peut s'intégrer dans une qualité plus classique, qui est celle de l'origine, en ce qu'elle révèle le terroir. Voilà, j'ai enfin terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Ronan pour cet exposé très intéressant qui peut-être va susciter beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, ce que je vous demanderais, c'est de parler assez fort parce qu'on ne peut pas vous passer le micro. Et donc, je vais répéter les questions que vous posez. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite ? Première question. Oui, Alain Blanchard. Oui, alors en fait, Ronan, il faut que je répète la question pour Internet. La question, c'est sur le lien entre le terroir et la RSE. Après une première remarque d'Alain qui était de dire
que Pestirive, de préciser que Pestirive n'était pas une étude de l'impact de l'exposition aux pesticides sur la santé, mais plutôt une étude de l'impact des pesticides, enfin de l'exposition aux pesticides. Voilà. Oui, avec, je crois quand même à un certain nombre de doutes sur l'utilisation qui pourrait être faite des résultats, notamment dans l'établissement d'un lien de causalité entre l'exposition et certaines maladies. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'était présenté dans la presse, et notamment dans l'article du Monde qui relayait la réaction de l'interprofession. Pour le lien entre terroir et RSE, alors on va dire plutôt entre terroir et qualité environnementale, qu'on a finalement longtemps voulu séparer. C'est vrai que la segmentation des signes de qualité de l'origine qui sont régis par l'INAO le montre bien, puisqu'on a d'un côté les signes de l'origine, que sont l'AOP, l'IGP, très utilisés dans la filière viticole, et puis de l'autre, l'agriculture biologique. Et il y a une brèche, je pense, qui s'est ouverte lorsque les appellations ont demandé à inclure dans les cahiers des charges des mesures agro-environnementales, puisque c'était introduire de la qualité environnementale dans un cahier des charges qui est le garant de la qualité de l'origine. Donc il n'a pas grand-chose à voir a priori. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé, mais je n'ai que des informations très partielles là-dessus, l'INAO, dans un premier mouvement, il n'a pas été très favorable, puisque l'Institut craignait que ça entre en conflit avec la réglementation européenne, qui ne prévoit pas spécialement d'inclusion de mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges d'appellation. Et puis, sous la pression des ODG, il faut quand même le dire, hein, que ça vient de la base, et que c'est un verdissement qui a été initié à la base par les ODG, donc par les appellations elles-mêmes. L'INAO a mis en place un processus on va dire de préqualification d'un certain nombre de mesures agro-environnementales qui pourraient être introduites dans les cahiers des charges selon une procédure simplifiée. Et du coup, la brèche là forcément s'ouvre sur l'intégration de la qualité environnementale dans une qualité de l'origine qui est classiquement entendue. Et puis la deuxième étape, ça a été la loi Egalim de 2018 qui avait prévu dans son article 48 qu'à l'horizon 2030, tous les exploitants sous signe de la qualité et de l'origine devraient être au niveau de la certification environnementale. Alors là, ce qui était intéressant pour moi, en plus comme juriste, c'est que je me disais, on passe du droit souple au droit dur. C'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas au niveau de la certification environnementale, vous ne pourrez plus revendiquer l'appellation. Ça, c'était un vaste chantier. Il y a eu une communication de la présidente de l'INAO, qui n'est pas très ancienne, qui a dit que le décret ne se ferait jamais. Donc on n'aura pas de manière générale cette obligation faite à toutes les appellations d'amener leurs producteurs au niveau de la certification environnementale, puisque ont été fait état de difficultés de conformité avec le droit de l'Union européenne, mais ça reste quand même possible à condition que l'ODG le veuille. Et puis l'INAO a prévu plusieurs scénarios, enfin plusieurs manières d'accompagner la montée en gamme des appellations sur cette question environnementale. Alain, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Ouais. Merci Ronan. Une autre question dans la salle? Donc prenez la parole indirectement, ce sera plus simple. Je ne sais pas, Gilles, tu peux regarder s'il y a des questions? Oui, j'aurais pu en parler. Attends, pourquoi tu ne parles pas des vins sans indication géographique? Voilà. Alors, en fait, je vais te faire une réponse très, très directe, parce que les vins sans indication géographique ne sont pas spécialement en fait, dans mon périmètre d'étude, ce que je vais expliquer par une implantation géographique et pas aussi par une culture. C'est-à-dire que le droit du vin sous indication géographique, c'est un système en lui-même, qui est assez différent de celui des vins sans indication géographique, sauf quand on les pense comme des vins de France qui ont voulu sortir de l'appellation, donc ils sont des vins de qualité, mais qui ont voulu s'affranchir de ce qu'ils désignent comme étant un carcan. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Merci. D'autres questions? Parce que moi j'en ai une qui me brûle, alors je la pose tout de suite. Sauf s'il y a une question par les internautes, non pas encore.
La question qui me brûle, c'est la suivante. C'est-à-dire que je trouvais que ta présentation, elle était très rigoureuse. J'en entendais pas moins d'un juriste. C'est très clair, très carré. Et il se trouve que la RSE, pour moi, c'est pas carré. C'est-à-dire que c'est un mot qui est très galvaudé. Toutes les entreprises disent qu'elles font de la RSE. Toutes les entreprises sont obligées d'avoir un rapport de RSE. Hein. Et puis finalement, quand on regarde ces entreprises dans tous les secteurs économiques, y compris dans le secteur viticole d'ailleurs, elles mettent un peu ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que quand elles déclarent faire de la RSE, elles mettent ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que la RSE, elle est libre. Très souvent, elle correspond à du greenwashing. Très souvent, elle correspond à des responsabilités dont les entreprises ne sont pas réellement responsables, parce qu'en fait, c'est moins coûteux de dire qu'on fait ça, qu'on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'alcool dans l'eau, bon, et on le dit, voilà, bon, ça c'est facile. Enfin, je caricature à peine, mais on le voit dans tous les rapports RSE. Par contre, toi, tu as toujours défini la RSE comme quelque chose de défini par la puissance publique quasiment, ou par une collectivité. C'est-à-dire que tu n'as pas laissé la place à ce que l'on constate, et qui galvaude un peu le terme de RSE, à des activités purement libres de l'entreprise, et qui pourraient être juridiquement attaquables par les consommateurs ou les citoyens en disant « mais vous nous dites que vous faites plein de choses, mais en fait, en réalité, ça ne correspond à rien de véritablement responsable, quoi. » La question que je me pose, c'est quels sont les moyens que nous, on a, citoyens ou consommateurs, de s'en prendre aux entreprises qui n'ont pas véritablement d'action définie, quoi. La première chose, c'est de ne pas acheter leurs produits. En fait, ce que tu soulignes, c'est un fait très, très connu des gens qui s'intéressent à cette question. Alors ta question, elle est vaste. Je vais essayer de la prendre dans tous ces éléments. Alors le premier, c'est cette question du rapport au cadre et à la définition précise de la RSE. Moi, je pense qu'elle est possible justement avec les moyens qu'offre le droit, parce que la Commission européenne, comme je le disais tout à l'heure, a mis en pratique ce qui avait été théorisé outre-Atlantique et a donné un certain nombre quand même de cadres pour la mise en œuvre de démarches RSE. Moi, je pense que le cadre, il existe. Simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un cadre étatique, toujours très formalisé. La RSE, elle ne dit pas toujours son nom. Quand le CIVB fait une cartographie des risques après l'affaire de Villeneuve-de-Blaye, elle fait de la RSE. Quand Mouton Cadet communique sur le fait qu'ils s'imposent la HVE dans leurs approvisionnements, ils font de la maîtrise de la supply chain, qui est un dispositif qui vient de la RSE des multinationales. Et donc, c'est sûr que la RSE ne dit pas toujours son nom. Néanmoins, moi, je considère, et en fait, c'est un effort intellectuel que je produis à destination de mes étudiants quand je leur fais un cours de RSE viticole, c'est qu'il faut faire rentrer ça dans des cadres, dans le langage du juriste, dans une nouvelle appropriation de la notion de norme. Et ça, c'est possible parce que ça a été fait par des juristes depuis maintenant de longues années, et que moi, je ne suis qu'un bénéficiaire, on va dire, de tout ce travail qui a été fait. Moi, l'effort que j'ai fait, c'est de l'appliquer à la filière viticole. Ça, c'est ma partie, on va dire, dans ce travail, d'essayer de donner des repères. Enfin, moi, ce que je dis à mes étudiants, il faut juste avoir les repères de compréhension au sein des différents dispositifs et des différentes familles qui émergent. Alors ensuite, sur le greenwashing, moi, je voulais surtout pas avoir l'air d'être juge, ni de nier l'existence du greenwashing. Hein. J'ai employé le terme, il a beaucoup été utilisé à propos de la HVE. Moi, je pense que c'est super difficile en fait de se positionner par rapport à tout ça. Ça demande des démarches très in concreto face à telle ou telle normalisation, logo. Je vais vous donner un exemple. Hein. L'autre jour, j'étais sur LinkedIn et j'ai vu une vidéo très, très bien réalisée sur les vignerons engagés, norme ISO 26000. Et donc, moi, j'ai mis un message très ouvert en disant où peut-on trouver le référentiel, parce que je ne le trouvais pas sur Internet. Alors que dans d'autres hypothèses, on trouve très facilement les référentiels. Alors, on m'a très gentiment répondu que le référentiel était protégé par la propriété intellectuelle, qu'il était la propriété de ceux qui l'ont élaboré, et que du coup, il n'était pas communicable au public. Alors j'ai dit, c'est quand même un peu bizarre de faire une démarche RSE, mais de ne pas permettre aux consommateurs de savoir quels sont précisément les items et engagements pris par les entreprises qui rejoignent la démarche.
Et on m'a répondu, oui, mais c'est une adaptation de la norme ISO 26000 qu'on peut trouver partout. Et là, tu vois, bien sûr, hein, il y a un certain nombre de discussions. Moi, je ne souhaite surtout pas jeter l'anathème sur Vignerons engagés, dont je suis persuadé que c'est fait par des gens tout à fait sérieux et parfaitement volontaires. C'est ça, en fait. Moi, je ne veux pas être juge. Alors, peut-être que je me cache derrière mon petit droit, hein, comme on pourrait dire dans les facultés de droit, mais je me méfie, en fait, des jugements hâtifs. Je pense que c'est super important de savoir que ça peut donner lieu à du greenwashing, bien sûr. Mais d'un autre côté, quand j'ai rencontré des professionnels qui font ça, j'ai rencontré beaucoup de gens très sincères. Et en fait, je crois que c'est plus la question du marchepied ou de la fin en soi. Si c'est une étape dans une démarche très construite, sincère et qui crée de la valeur, hein, parce qu'il ne faut pas non plus négliger ça. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde n'a pas besoin, quand il voit un produit, une bouteille, quel qu'il soit, d'être différenciant sur ce thème-là? Je pense que c'est une réalité aussi du marché. Ou alors, est-ce que c'est une fin en soi, type HVE? On a présenté la HVE comme un strapontin ou une première marche vers une vraie progression environnementale, et puis les entreprises s'y sont arrêtées pour un certain nombre de raisons et pour un certain nombre d'entre elles. Mais je pense qu'il faut essayer de, je ne sais pas comment dire, mais de juger avec discernement, mais que c'est très très difficile en réalité. Quand on est un juriste ou quand on est un consommateur, c'est la même chose. Voilà. Merci, oui, ça clarifie bien. Et quels sont, alors une question sur le net, quels sont selon vous les enjeux de l'institutionnalisation des vins méthode nature? Il ne faut pas me brancher là-dessus parce que là, je vais être intarissable. Les enjeux de l'institutionnalisation, là, je vais dire ce que j'ai entendu vendredi de la part des producteurs de vins nature, qui sont bien plus légitimes que moi pour parler de tout ça. Je pense qu'ils sont assez partagés, c'est-à-dire qu'il y a une frange un peu libertaire du mouvement qui pense que l'institutionnalisation, notamment par la reconnaissance de la charte par la DGCCRF, hein, ce qui est quand même un curieux retournement de l'histoire, va à l'encontre de la philosophie qui porte le mouvement. Je pense qu'il y a une partie des producteurs qui considèrent ça, qui n'avaient pas spécialement demandé de cahier des charges ou de label, ou de reconnaissance d'ailleurs. Et puis après, il y a l'autre côté, qui est défendu par un certain nombre de producteurs, notamment un jeune producteur qui tenait des propos très intéressants et qui disait « mais oui, mais nous, on va souffrir d'une concurrence déloyale, c'est-à-dire vous êtes dans un supermarché, des vins nature, il y en a partout, sans que derrière, il y ait une démarche nature telle que nous, on la promeut depuis bien longtemps. » Et il dit « moi, je veux protéger mon travail, je veux protéger mon vin, je veux protéger la sincérité avec laquelle j'agis, et donc je demande cette institutionnalisation. Je demande un label, je demande des contrôles, je demande une reconnaissance par les mots de la norme. Hein. C'est une reconnaissance juridique, hein, pour moi, le label vin méthode nature. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas étatique ou que ce n'est pas du droit. Enfin, c'est ça que j'essaie de défendre comme idée. Et donc ça, c'est les enjeux tels qu'ils sont présentés par les membres de l'ASSO. Ouais. Pour reprendre ma question, est-ce que ce n'est pas une façon justement d'éviter le greenwashing? Ah si, complètement. Ouais. Pour eux, c'est une façon de lutter contre une utilisation dévoyée du mot nature, oui, sur les bouteilles de vin. Oui, ouais. Bien sûr. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non, il est tard. On va s'arrêter là. Ah si, une dernière question. Oui. Parlez fort si vous voulez bien. Oui. Après, oui. Ah oui. Est-ce que le problème des vins nature, c'est pas une faire de la soft law? Oui, une des faiblesses inhérentes à la RSE serait son caractère non contraignant, puisque les démarches sont établies sur des règles de droit souple qui supposent une adhésion volontaire. Alors, oui et non, je dirais. Il existe quand même un certain nombre de choses en matière de droit souple qui garantissent une certaine effectivité. Alors, je prends par exemple la règle du comply or explain, se conformer ou s'expliquer, c'est-à-dire qu'on va imposer un certain nombre de comportements, et si l'entreprise ne le fait pas, elle doit expliquer pourquoi. Alors, par exemple, pour protéger des secrets d'affaires dans la communication sur ses activités. Elle n'a pas spécialement envie d'être transparente parce qu'elle protège un secret d'affaires, donc elle s'explique sur l'absence d'un certain nombre d'informations communiquées. Puis après, il y a d'autres dispositifs comme le name and shame. Finalement, c'est ce qu'a fait Alerte aux Toxiques. Hein. Name and shame, c'est de dire regarde ce qu'ils font vraiment. Désigner pour jeter l'opprobre.
Là, c'était peut-être pas utilisé dans des formes tout à fait régulières, ce qui a certainement justifié la condamnation. Mais ça existe. Hein. Ça existe de désigner comme ça les non-vertueux. Alors, ce n'est pas une contrainte au sens de la norme classique de droit dur, mais c'est une des panoplies de sanctions, entre guillemets, de la RSE. Puis après, il faut remettre la RSE dans son contexte d'origine, qui est le droit des multinationales qui interviennent dans des pays où il n'y a pas de droit, où il n'y a par exemple pas de législation sociale. Donc la RSE, c'était l'idée que la multinationale, alors c'est une expression que j'aime bien, se mette elle-même à distance de sa propre puissance et se contraigne elle-même quant à ses objectifs sociaux, environnementaux. Alors c'est sûr que rapporté à la filière vin, on se dit il y a un conflit de culture où il y a quelque chose qui s'est passé qui est étonnant, et moi j'étais le premier étonné. En fait, j'ai commencé à travailler sur la RSE parce que j'étais en poste à Clermont, au contact de la Fondation Michelin. Et j'ai vu des présentations des gens de la Fondation Michelin passionnantes sur la RSE. J'étais dans un labo qui travaillait beaucoup sur l'éthique de l'entreprise. J'ai une formation très classique de droit des affaires, parce que j'ai commencé avec une thèse sur les fusions de sociétés, donc assez éloignée des considérations de droit de la vigne et du vin. Et quand j'ai commencé le droit de la vigne et du vin, en fait, ça m'a sauté aux yeux, ce mouvement. Je me suis dit, il se passe quelque chose de très important, si bien que le premier colloque que j'ai fait à l'ISVV avec l'appui d'Éric, d'Alain et de Gilles s'intitulait « L'éthique et le vin, le droit comme levier d'une nouvelle qualité », où je commençais avec mes étudiants et avec un certain nombre de chercheurs à me questionner sur cette irruption de la RSE dans la filière vin qui prenait des formes très particulières. Enfin voilà. Mais je ne pense pas que le caractère non contraignant de la RSE soit vraiment son talon d'Achille. Ça fait partie du truc, je dirais. En revanche, ce qui est certain, c'est que de plus en plus, les procédés les normes vont se durcir et que l'État va poser des règles contraignantes. Hein. Ça, c'est une manière aussi, c'est ce qu'on dit du droit souple, de préparer les acteurs à l'intervention du droit dur. C'est de leur dire, OK, pour l'instant, c'est vous qui voyez, bon, enfin, dans 10 ans, c'est nous qui décidons. Et ça s'est vu partout, enfin, ça s'est vu à de nombreuses reprises en droit des affaires, et ça se verra comme ailleurs dans la filière viticole, à mon avis. Oui, merci Roland. J'ajouterais même que peut-être il y aurait la possibilité pour les entreprises qui cherchent à préempter la réglementation publique, c'est-à-dire le droit dur en question, c'est-à-dire à faire de la RSE pour justement aller de l'avant et imposer leurs propres normes implicitement à la réglementation publique qui viendra après. Quoi, pour la oui, ça permet aussi de proposer des modèles, hein. C'est sûr. Voilà, on est en train de commencer une discussion entre nous, mais vous voyez, c'est passionnant. On va s'arrêter là. Ce que je propose, c'est que, alors maintenant, donc, les prochains rendez-vous des Vendanges du Savoir, ça sera uniquement au mois de février. On va laisser passer les fêtes et on va laisser un mois, le mois de janvier, libre. À partir du mois de février, tous les premiers mardis du mois, on reviendra avec les Vendanges du Savoir avec des présentations. Ça sera notamment Sophie Tempère qui présentera en février sur les questions de l'anosmie et les questions de... Voilà, vous avez tout donc le programme des Vendanges du Savoir Non, c'est en décembre, ça. Il n'y a pas le mois de février, on aurait dû l'afficher. Voilà. Mais sachez donc surveiller sur le web notre programme qui va recommencer à partir du mois de février 2022. Voilà. Je vous remercie. Puis il y aura aussi les balades savantes, hein, comme d'habitude. Voilà. Je vous remercie. Merci Ronan. Merci Ronan Raffray, merci aux Vendanges du Savoir. Donc les visuels ne sont pas encore elles sont pas encore affichées. Donc prochain rendez-vous des Vendanges du Savoir, Eric l'a dit, donc en février. Donc surveillez les informations, le site internet notamment de la Cité du Vin. Et je vous rappelle que toutes les conférences sont filmées et enregistrées et disponibles en ligne sur le site internet de la Cité du Vin, mais aussi sur le site de l'ISVV. Donc n'hésitez pas, vous pouvez revoir ces conférences. Et puis concernant la Cité du Vin et sa programmation, nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine, mardi 7 décembre, nous accueillons Bernard Magret pour un grand entretien et une dégustation dans l'auditorium. Donc voilà, à très bientôt, bonne soirée. Merci, au revoir.